Dans un cours précédent, nous avons vu comment prévoir le sens spontané d'une transformation chimique, comme ici où sont mis en présence les quatre espèces chimiques des couples oxydants-réducteurs de l'argent et du cuivre. On pose tout d'abord un sens arbitraire du transfert d'électrons, par exemple entre le cuivre métallique et les ions argent. On écrit alors les demi-équations électroniques dans le sens de la réduction pour l'argent et de l'oxydation pour le cuivre. Avant de les superposer, on les multiplie chacune par un coefficient permettant l'échange du même nombre d'électrons, ici 2 électrons, d'où l'équation de la réaction associée à sa constante d'équilibre à la température de l'expérience. On calcule ensuite le quotient de réaction initial, avec au numérateur la concentration des ions Cu2+ à la puissance 1 et au dénominateur celle des ions Ag+ à la puissance 2. Les solides apparaissent par le nombre 1. On remplace par les valeurs numériques et on trouve un quotient de réaction initiale inférieur à K. On en conclut que l'évolution spontanée se fait dans le sens 1, qui est le sens direct, ce que confirme l'expérience avec une augmentation de la concentration des ions Cu2+, et la formation d'argent solide sur la plaque de cuivre. Mais nous avons vu qu'il était possible de réaliser ce même transfert d'électrons de manière détournée, en séparant les deux couples et en les reliant électriquement par des fils conducteurs et un pont salin qui déverse ses anions à gauche pour compenser électriquement le départ d'électrons négatifs et ses cations à droite pour compenser l'arrivée des électrons. On vient de fabriquer une pile cuivre-argent qui fonctionne grâce au sens spontané entre les deux couples mis ainsi en présence. Pile dont on peut prévoir les polarités grâce au sens du courant électrique sortant de son pôle positif et opposé à celui des électrons. Dans ce cours, nous allons nous intéresser au sens non spontané de la réaction, ici le sens 2, et voir comment néanmoins le réaliser et donc le forcer, une opération appelée électrolyse. Forcer le sens non spontané revient à forcer le sens des électrons dans l'autre sens, ce qui est possible grâce à un générateur dont la tension est telle qu'il impose son sens de courant sur celui de la pile. L'électrode de cuivre est donc cette fois le siège d'une réduction et l'électrode d'argent d'une oxydation. Et les ions du pont salin se déversent respectivement dans l'autre compartiment pour assurer l'électroneutralité. On dit que le système fonctionne cette fois-ci en électrolyseur. Et par un raisonnement identique à celui fait avec les piles, on peut prévoir les variations de quantité de matière lors de l'électrolyse, connaissant sa durée et l'intensité du courant fixé. Voyons par exemple comment calculer les variations de masse des électrodes de cuivre et d'argent au bout de 20 minutes d'électrolyse avec un courant de 15 mA. On exprime tout d'abord la charge totale comptée positivement, transférée pendant la durée d'électrolyse notée ΔT. L'intensité étant un débit de charge, Q est donc égal à I fois ΔT. On en déduit la quantité d'électrons transférés en divisant la charge totale par la charge molaire élémentaire égale au produit du nombre d'Avogadro par la charge élémentaire petit e. Et on remplace Q par I fois ΔT. Notons que cette charge molaire élémentaire est notée grand F pour Faraday. On relie alors la quantité d'électrons transférés à celle d'argent disparu et celle de cuivre formée. La quantité d'argent solide disparue et la quantité d'électrons transférés sont dans le rapport stoichiométrique donné par la demi-équation, c'est-à-dire égal à 1. On en déduit que les quantités sont égales. La masse d'argent est donc obtenue en multipliant cette quantité par la masse molaire. On fait l'application numérique, 10-3 pour la conversion des milliampères en ampères, 60 pour convertir les minutes en secondes, soit une diminution de masse de l'électrode d'argent de 20 mg. Même raisonnement pour calculer cette fois l'augmentation de masse de l'électrode de cuivre avec un rapport stoichiométrique ici de 1,5. En résumé, lorsque le système fonctionne en pile, il y a conversion d'énergie chimique stockée dans les réactifs en énergie électrique. Mais lorsque la pile est usée parce qu'un des réactifs vient à manquer ou que la constante d'équilibre est atteinte, on peut transformer le système chimique en électrolyseur grâce à un générateur qui va permettre de stocker à nouveau de l'énergie chimique dans le système, le sens forcé ayant pour conséquence d'éloigner
le quotient de réaction QR de la constante d'équilibre. Le système pourra alors fonctionner de nouveau comme une pile. Et on voit là l'importance de l'électrolyse au stockage de l'énergie électrique. Mais techniquement, seuls certains systèmes chimiques pourront supporter un très grand nombre d'électrolyses répétées sans être altérées. Ce sont les batteries, appelées encore accumulateurs. Et pour ces hautes performances, la plus utilisée est la batterie lithium-ion. Elle a la même constitution que la pile argent-cuivre, sauf que les deux électrodes plongent dans une même solution ionique appelée électrolyte, ici gélifiée. Les deux électrodes en dioxyde de cobalt et en graphite sont isolées par un séparateur poreux aux ions Li+, mais reliés électriquement par l'extérieur. Lorsque la batterie est chargée, des atomes de lithium sont insérés dans le graphite. Et quand elle est sollicitée, le lithium s'oxyde en l'ion Li+, rejoignant l'autre électrode pour être réduit. La batterie se comporte ici exactement comme une pile avec le pôle plus ici et le pôle moins là. Et elle est déchargée lorsqu'il ne reste plus de lithium du côté du graphite. Reliée à son chargeur branché sur le secteur, la batterie fonctionne cette fois en électrolyseur. Le chargeur impose un sens forcé pour les électrons, provoquant l'oxydation du lithium au niveau de l'électrode de dioxyde de cobalt et la réduction des ions lithium au niveau du graphite. Et la charge est terminée lorsque tout le lithium s'est réinséré dans le graphite. La batterie est alors prête à nouveau pour fonctionner en pile. En conclusion, on retient que lors d'une électrolyse, deux électrodes plongent dans un électrolyte identique ou pas. Un générateur impose un sens forcé pour les électrons et donc impose le lieu de la réduction et le lieu de l'oxydation. L'électrolyse est donc une conversion d'énergie électrique en énergie chimique en réalisant une transformation chimique non spontanée, mise à profit pour le stockage d'énergie dans les batteries dimensionnées en fonction de l'utilisation. D'autres applications de l'électrolyse reposent sur le principe du plaquage, ici d'un bijou que l'on souhaite recouvrir d'argent. On force le sens des électrons de manière à oxyder l'argent à droite et qu'il vienne ensuite se réduire sur le bijou. Et enfin, grâce au rapport stoichiométrique des demi-équations, de l'intensité et de la durée d'électrolyse, être capable de prévoir la quantité d'argent déposée sur le bijou.